Bonjour, en ce 2 janvier 2023, il faut s'habituer. Eh bien, nous allons aller du côté, toujours de ma petite muse, Vita Nuova, en réponse à ta lecture de Shakespeare. Eh bien, nous allons retrouver Shakespeare justement en version française, je te rassure, et qui a été mis en version comme des contes pour enfants. En l'occurrence, ça s'appelle Moralité au pluriel légendaire. Et c'est un certain, j'ai oublié son prénom, en tout cas voilà, il est libre de droit, il s'appelle Laforgue. Hamlet ou les suites de la piété filiale. Citation de Gustave Flaubert. On dit, tiens, Flaubert, mais qu'est-ce, que vient-il faire dans cette galère? La reine de Saba à Saint-Antoine. Ris donc, belle ermite, ris donc, je suis très gai, tu verras. Je pince de la lyre, je danse comme une abeille, et je sais une foule d'histoires, toutes à raconter, plus divertissantes les unes que les autres. Gustave Flaubert. C'est plus fort que moi. De sa fenêtre préférée, si chevrotante à s'ouvrir avec ses grêles vitres jaunes losangées de mailles de plomb, Hamlet, personnage étrange, pouvait, quand ça le prenait, faire des ronds dans l'eau, autant dire dans le ciel. Voilà quel fut le point de départ de ses méditations et de ses aberrations. La tour où, depuis l'irrégulier décès de son père, le jeune prince s'est décidément arrangé pour vivre, se dresse en lépreuse sentinelle oubliée au bout du parc royal, au bord de la mer, qui est à tous. Ce coin de parc est le cloaque, où l'on jette les détritus des cerfs, les décatibouquets des galas éphémères. La mer est le Zund, au flot sur qui on ne peut faire fond avec la côte de Norwedge, on dit maintenant Norvège évidemment, de Norwedge en vue où la ville d'Helsingborg se nie de l'indigent et positif prince Fortinbras. L'assise de la tour où le jeune et infortuné prince s'est décidément arrangé pour vivre, croupit au bord d'une anse stagnante où le Zund, S-U-N-D, s'arrange aussi pour envoyer moisir le moins clair de l'écume d'épave de ses quotidiens et impersonnels travaux. Ô pauvre anse stagnante, les flottilles des cygnes royaux à l'œil narquois n'y font guère escale. Du fond vaseux de paquets d'herbage, là, montent, au plus vieux crépuscule, vers la fenêtre de ce prince si humain, les chœurs d'antiques ménages de de crapauds, râle glaireux expectoré par de catarreux vieillards dont un rien de variation atmosphérique dérange les rhumatismes ou les gluantes pontes. Et les derniers remous des bateaux laborieux viennent troubler à peine non plus que les perpétuelles averses, la maladie de peau de ce coin d'eau mûre, oxydé d'une bave de fiel balayée comme de la malachite liquide, cataplasmée çà et là de groupes de feuilles plates en forme de cœur autour de rudimentaires tulipes jaunes hérissées çà et là de maigres bouquets de joncs fleuris
de frêles ombelles semblables, entre parenthèses, à la fleur de la carotte dans nos climats. Ô pauvre anse, crapauds chez eux, floraisons inconscientes, et pauvres coins de parc, bouquets dont les jeunes femmes se débarrassèrent comme minuit teintait, et pauvre Zund, flots abrutis par les authents inconstants, nostalgie bornée par les bureaux très quotidiens du fortin-bras d'en face. C'est pourquoi, sauf orage, ce coin d'eau est bien le miroir de l'infortuné prince Hamlet, en sa tour paria, en sa chambre aux deux fenêtres vitrées de jaune, dont l'une montre en gris souillé les ciels, le large et l'existence sans issue, et l'autre est ouverte à la plainte perpétuelle du vent dans les hautes futaies du parc. Pauvre chambre, tiraillée ainsi au sein d'un inguérissable, d'un insolvable automne, même en juillet, comme aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui le 14 juillet 1601, un samedi, et c'est demain dimanche. Dans le monde entier, les jeunes filles iront ingénument à la messe. Au mur, une douzaine de vues du Jutland, tableau impeccablement naïf, commandé jadis à un peintre aux galères, et dont chaque pièce du château utilise ainsi sa bonne douzaine. Entre les deux fenêtres, deux portraits en pied, l'un, Hamlet, en dandy, un pouce passé dans sa ceinture de cuir brut, le sourire attirant du fond d'une pénombre sulfureuse, l'autre, son père, bardé d'une belle armure neuve, l'œil coquin et faunesque, feu son père le roi Horwendil, irrégulièrement décédé, en état de péché mortel, et dont Dieu est l'âme, selon sa miséricorde bien connue. Sur une table, dans le jour d'insomnie des vitres jaunes, un laboratoire d'aquafortistes irrémédiablement rongé de sale oisiveté. Un fumier de livres, un petit orgue, une glace en pied, une chaise longue et un buffet à secret. Il a peut-être... il a peur, il a pas peut-être, il a peur d'être empoisonné. Mais peut-être, c'est vrai, il a peur. Et là, c'est en l'occurrence, il a peur d'être empoisonné depuis le louche décès de son père. Dans la chambre à coucher, près du lit, un gothique édicule en fer forgé, d'où un jeu de clés peut faire surgir deux statuettes de cire, Geruta, mère de Hamlet, et son mari d'aujourd'hui, l'usurpateur adultère et fratricide Fengo, tous deux modelés d'un pouce plein de verve vengeresse, et le cœur puérilement percé d'une aiguille, la belle avance. Au fond de l'alcôve, un appareil à douche, hélas. De noir vêtu, la petite épée au côté, coiffée de son sombrero de noctambule, Hamlet, accoudé à la fenêtre, regarde le Zund, le large et laborieux Zund, coulant son train ordinaire de flots quelconque attendant le vent, et l'heure de batifoler magistralement avec les pauvres barques des pêcheurs, seul sentiment dont la fatalité qui pèse sur eux les laisse capables. Après le ciel d'hier et en attendant le ciel de demain, aujourd'hui gros ciel blafard, pas bien soulagé par la récente ondée, mais promettant un beau dimanche pour demain. Mais c'est déjà le crépuscule, un de ces crépuscules
comme les chroniques du temps nous en rapportent avec une émotion si peu jouée, et les bruits de la ville d'Elseneur, qu'un vaste bassin sépare des domaines royaux, qui commencent à disperser et noyer ces rumeurs de jours de marché vers les tavernes. Ah, me la coulée douce et large comme ces flots, soupire Hamlet. Ah, de la mer aux nuées, des nuées à la mer, et laisser faire le reste. Et il emballe l'heureux panorama inconscient d'un geste ad hoc, et il divague ainsi. Ah, que je fusse seulement poussé à m'en donner la peine. Mais tout est si précieux de minutes et si fugace, et rien n'est pratique que se taire et agir en conséquence. Stabilité, stabilité, ton nom est femme. J'admets bien la vie à la rigueur, mais un héros est d'abord arrivé domestiqué par un temps et des milliers et des milieux, par un temps et des milieux. Est-ce une bonne et loyale guerre pour un héros? Un héros, et que tout le reste fut des levées de rideaux? Moi, si j'étais une jeune fille bien, une vita nuova, petit coucou en passant, une jeune fille bien, je ne permettrais qu'à un pur héros de poser ses lèvres sur ma destinée, un héros dont on pourrait citer les hauts faits au besoin ou les formules. Ah, par ce temps de danno et de vergogna, comme dit Michelangelo, c'est-à-dire Michel-Ange, cet homme supérieur à tous nos Thorwalden, j'arrive pas à le dire évidemment, je l'ai loupé au passage, à tous nos Thor Walsen, je sais pas quoi, mais c'est les Thor, comme le héros Thor au cinéma, Thor, Walden. Il n'y a plus de jeunes filles, toutes des gardes malades. J'oublie les petites poupées adorables, mais hélas, incassables, les vipères et les petites oies à duvet pour oreiller. Un héros, ou simplement vivre. Méthode, que me veux-tu? Tu sais bien que j'ai mangé du fruit de l'inconscience. Tu sais bien que c'est moi qui apporte la loi nouvelle au fils de la femme et qui vais détrônant l'impératif catégorique et instaurant à sa place l'impératif climatérique. Le prince Hamlet en a comme ça long sur le cœur, plus long qu'il n'en tient en 5 actes, plus long que notre philosophie n'en surveille entre ciel et terre, mais il est en ce moment particulièrement agacé par l'attente de ces comédiens qui n'arrivent pas et sur lesquels il compte si tragiquement, outre qu'il vient de réduire en morceaux les lettres d'Ophélie, sa Vita Nuova, disparues depuis la veille, lettres écrites par une manie de petites parvenues sur du papier de Hollande bis, si récalcitrant à déchirer que les doigts de Hamlet lui en cuisent encore furieusement. Ah, misère et petit fait. Où peut-elle bien être à cette heure? Sans doute chez des parents à la campagne. Elle saura bien revenir, elle connaît le chemin. Elle ne m'eût d'ailleurs jamais compris. Quand j'y songe. Elle avait beau être adorable et fort mortellement sensitive,
En grattant bien, on retrouvait l'anglaise, un but de naissance de la philosophie égoïste de Hobbes. Rien n'est plus agréable dans la possession de nos biens propres que de penser qu'ils sont supérieurs à ceux des autres, dit Hobbes. H-O-2-B-E-S, tu en profites pour apprendre l'orthographe. C'est ainsi qu'Ophélie m'eut aimé, comme son bien, et parce que j'étais socialement et moralement supérieur au bien de ses petites amies, et les menues phrases qui lui échappaient aux heures où l'on allume les lampes sur le bien-être et le confort. Un Hamlet confortable. Ah, malheur. Grâce au moins pour mon ange gardien, sinon pour moi. Ah. S'il me venait, par un soir pareil, dans ma tour d'ivoire, une sœur, mais cadette, de cette Hélène de Narbonne qui sut aller conquérir à Florence son adoré Bertrand, comte de Roussillon, bien que connaissant son mépris pour elle. Ophélie, Ophélie, chère petite glu, reviens, je t'en supplie, je n'y reviendrai plus. Tout de même, mon cher, et tout Hamlet que nous sommes, nous faisons parfois une cordiale crapule. Suffit. Ah, les voici. À gauche, sur les berges d'Elseneur, il aperçoit, qui n'a entendu parler de ces étonnants yeux d'hirondelle de mer, un attroupement qui ne peut être que ses comédiens. Le passeur, dans son large bachot, les embarquait. Un roquet aboyait à ses oripeaux. Un gamin s'était arrêté de faire des ricochets. Un de ces messieurs, très drapés, pris comme le passeur, et du geste d'un qui s'encanaille pour divertir la compagnie, une paire de rames et l'on cingla vers des index tendus indiquant le château. Une des dames laissait pendre un bras nu au fil de l'eau, et les abois, les rires, les voix arrivaient clarifiées comme à l'aquarelle. Il y avait certes là l'étoffe d'un beau soir au XVIIe siècle. Hamlet quitte la fenêtre et, s'installant devant une table, se met à feuilleter 2 cahiers minces. Voilà pourtant. Mon sentiment premier était de me remettre l'horrible, horrible, horrible événement pour m'exalter la piété filiale, me rendre la chose dans toute l'irrécusabilité du verbe artiste, faire crier son dernier cri au sang de mon père, me réchauffer le plat de la vengeance, et voilà. Voilà, il s'est écrit en grec ou en une autre langue que je ne connais point, donc ça doit être du grec, mais je ne connais pas le grec. Je pris goût à l'œuvre, moi. J'oubliais peu à peu qu'il s'agissait de mon père assassiné, volé, de ce qui lui restait à vivre dans ce monde précieux, pauvre homme, de ma mère prostituée, vision qui m'a saccagé la femme et m'a poussé à faire mourir de honte et de détérioration la céleste Ophélie, de mon trône enfin. Je m'en allais bras dessus, bras dessous, avec les fictions d'un beau sujet, car c'est un beau sujet. Je refis la chose en vers iambiques, j'intercalais des hors-d'œuvre profanes, je cueillis une sublime épitaphe, j'allais dire non, je cueillis une sublime épigraphe dans mon cher Philoctète. Oui, je fouillais mes personnages, plus profonds que nature, je forçais les documents, je plaidais du même génie pour le bon héros et le vilain traître. Et le soir, quand j'avais rivé sa dernière rime à quelques tirades de résistance, je m'endormais, la conscience toute rosière,
souriant à des chimères domestiques, comme un bon littérateur qui, du travail de sa plume, sait soutenir une nombreuse famille. Je m'endormais, je- je m'endormais sans songer à faire mes dévotions aux deux statuettes de cire et leur retourner leur aiguille dans le cœur. Ah, cabotin, va, voyez le petit monstre. Et le jeune et insatiable prince court se jeter à genoux devant le portrait de son père dont il baise les pieds sur la toile froide. Pardon, pardon, n'est-ce pas, père? Au fond, tu me connais. Et se relevant et ne pouvant esquiver cet œil paternel, toujours et quand même clignant, en dessous d'un air royalement faunesque. D'ailleurs, tout est hérédité, soyons médical et nature, et nous finirons par y voir clair. Il revient s'asseoir devant ses cahiers, qu'il couve aussi d'un œil royalement faunesque. C'est égal. Il y a de belles pages là-dedans, et si les temps étaient moins tristes, ah, que ne suis-je un simple clerc à Paris, montagne Sainte-Geneviève où fleurit en ce moment une école de néo-alexandrins, un simple petit bibliothécaire dans cette brillante cour des Valois, au lieu de ce château humide, de cet antre à chacal et à grossier personnage, où l'on n'est même pas sûr de sa peau. On vient de frapper 2 coups d'une clé d'or sur le marteau d'argent de la porte. Un valet entre. Les 2 étoiles de cette troupe sont là. Les 2 étoiles de cette troupe sont là, selon les ordres de votre Altesse. Qu'elles entrent. Et puis, Sa Majesté la Reine demande si son Altesse persiste à vouloir faire donner le spectacle ce soir même. Crûment, et pourquoi pas? C'est que son Altesse ne l'ignore pas, l'enterrement du Lord Chambellan Polonius a lieu aussi ce soir, tout à l'heure. Eh bien, en voilà des considérations. Les uns jouent, tandis que les autres rentrent dans la coulisse, voilà tout. Et l'idéal se sélecte quand même son petit maximum tous les soirs. Va, mon pauvre vieux. Le valet s'efface, et derrière la révérence des 2 étoiles annoncées, ferme la porte. Entrez, mes frères. Asseyez-vous là et prenez des cigarettes. L'abus. C'est souvent quand on parle de cigarettes, il faut repréciser. Avec modération. Voici du Doubec et voici du Bird's Eye. C'est sans façon chez moi. Comment t'appelles-tu, toi? William, riposte le jeune premier en pourpoint à crever encore poudreuse. Et vous, ma jeune dame? Oh mon Dieu, comme elle est belle. Encore des histoires. Ophélia, résume celle-ci dans une sorte de sourire boudeur, un sourire douteux à s'entordre de malaise, si maléfique que le jeune prince doit éclater pour faire diversion. Comment? Encore une Ophélia dans ma potion. Oh, cette usurière manie qu'ont les parents de coiffer leurs enfants de noms de théâtre. Car Ophélia, ce n'est pas de la vie, ça, mais de pures histoires de planches et de centièmes. Ophélia, Cordelia, Vita Nuova, Lélia, Coppelia, Camélia, pour moi qui ne suis qu'un paria. N'auriez-vous pas un autre nom de baptême? De baptême, entendez-vous, pour l'amour de moi? Si, Seigneur, je m'appelle Kate. À la bonne heure. Et comme ça vous
et comme ça vous sied mieux, que je vous baisote les mains au Kate pour cette étiquette. Il se lève lui-même et va la baiser au front, longuement, à son front de Kate, dont il se détourne brusquement pour aller à la fenêtre, cacher un instant son visage dans ses mains. William fait signe à sa camarade. « Hein, on ne nous avait pas trompés, il l'est. » « Est-ce possible ?» répondent de toute leur mansuétude bleue les yeux de Kate, que Vlan rencontre Hamlet en revenant à sa place. Hamlet hausse flatteusement les épaules. « Eh bien, mes enfants, trêve de cul-de-lampe, et qu'apportez-vous en fait de répertoire ? Nous avons les joyeuses commères de Saint-Denis, le docteur Faustus, l'apologue de Ménénius Agrippa, le roi de Thulé, vous me direz le reste après-demain, ô débeautés. Tout ça, c'est des belles conceptions, mais pas des conceptions immaculées comme les miennes. Pour ici et pour ce soir, vous allez secrètement mettre à l'étude le drame que voici. Vous en serez d'ailleurs royalement récompensé. C'est un drame de moi. Il ne demande que 3 principaux rôles. Il y a un roi, il s'appelle Gonzago, et une reine, Battista. Cela se passe à Vienne. La reine a des relations adultères et conspiratrices avec son beau-frère Claudius. Une après-midi, le roi fait sa sieste, cuve ses péchés en fleurs sous la tonnelle. La reine feint d'éplucher austèrement des fraises. Pour le réveil de son époux survient Claudius. Les 2 complices échangent un baiser silencieux, puis ils font fondre du plomb dans une cuillère et le versent délicatement dans l'oreille du roi. « Quelle horreur !» laisse échapper Kate, dans un sourire mourant en bouderie. « N'est-ce pas, hein ? Horrible, horrible, horrible !» Nous disons donc, il verse le plomb fondu, ce pâle liquide, le pauvre roi Gonzago trépasse dans des convulsions horribles, horribles, et en état de péché mortel, notez bien. Claudius alors lui enlève sa couronne, s'encoiffe et offre le bras à la veuve. La conséquence en est que, en dépit des plus fâcheux pronostics, William fera Claudius et Kate la reine, 2 jolis monstres, ma foi. C'est que, hésite Kate. C'est que, déclare William, notre habitude à ma camarade et à moi est de n'incarner que des rôles sympathiques, de préférence. Sympathique, tas de brute. Et sur quoi pouvez-vous jurer qu'un être est sympathique ici-bas? Et puis, et le progrès alors? Nous sommes aux ordres de notre gracieux Seigneur. Voici le manuscrit, William, je vous le confie. N'allez pas l'égarer, sans blague, j'y tiens. Préparez ça gentiment pour ce soir. Maintenant, vous voyez, tout ce que j'ai marqué au crayon rouge sang de bœuf devra être lancé et souligné. Et tout ce qui est compris dans une accolade au crayon bleu, vous pouvez le supprimer comme trop épisodique, bien qu'au fond, enfin, par exemple, tous ces couplets-ci, un cœur rêveur par des regards purs de tout esprit de conquête. Je suis si exténué d'art, me répéter quel mal de tête, ô lune de miel, descendez du ciel. Et ceci, ô petite âme brave, ô chair fière et droite, c'est moi que je convoite d'être votre esclave. Tiens, mais c'est que c'est charmant, laisse échapper William et Kate se regardant. Je vous crois. Ah, si les temps étaient plus propres, et ceci. Oh, cloître-toi, l'amour s'échange par le temps qui court, et le temps qui court. Simple et sans foi comme un bon jour. C'est en effet bien curieux, assure l'acteur. Et Hamlet, prince de Danemark et créature infortunée, exulte. Et cette délicieuse ronde. Il était un corsage, héron, petit patapon.
Il était un corsage qui avait tous des boutons, etc. 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 Enfin, mon sort aura été bien étrange, mais ceci n'allait pas le supprimer. C'est le chant de triomphe de l'usurpateur Claudius, ça se chante sur l'air pressentiment trompeur, vous savez. Je suis en mesure de prouver que Dieu fera les 12 yeux à cette aventure. Allons, c'est entendu. Voici le manuscrit, je vous le reconfie, mon cher William. D'ailleurs, le spectacle ne commence qu'à 10h et j'irai un peu avant voir dans vos coulisses comment ça marche. En attendant, vous ne voudriez pas que je vous objurgasse d'accepter ceci? Les 2 étoiles en poche et sortent à recul. William déclame en sourdine à sa camarade. La démence est partout et sans cérémonie frappe l'humble marchand ou l'acteur de génie, et la garde qui veille aux portes des palais n'en défend pas Hamlet. Pauvre jeune homme, soupire angéliquement Kate, et c'est qu'il n'a pas du tout l'air dangereux. Hamlet, homme d'action, perd 5 minutes à rêver devant son drame maintenant en bonne main, et puis il s'exalte. Ça y est, etc. Hein. Bon, c'était le début, hein, parce que YouTube n'aime pas les films trop longs, donc j'essaye de faire le début en tout cas. C'était donc le début de Moralité légendaire, la version Hamlet selon Laforgue. À bientôt, en version, enfin, pour ma muse de Vita Nuova avec sa petite terreur de l'Ouest. Toute de robe vêtue, une robe noire, toute de robe noire vêtue. Voilà, je reprends l'expression. À bientôt.